depuis le 1er janvier 2019, nous avons signé une nouvelle convention avec SNCF Mobilité qui fait suite à 3 anciennes conventions, qui étaient celles de Aix-Limousin, Aix-Poitou-Charentes, Aix-Aquitaine, et qui est entièrement tournée vers justement les usagers. Pourquoi entièrement tournée? Parce que, premièrement, dans cette convention, nous avons souhaité augmenter largement, d'ailleurs, de manière très importante, la question de la régularité des trains en la montant à 95% sur l'ensemble de la nouvelle région. Il y avait d'une région à l'autre des taux qui étaient différents et des méthodes de calcul qui étaient différentes. Là, aujourd'hui, nous avons souhaité harmoniser par le haut, et même beaucoup plus haut, puisque personne n'était à 95 jusqu'à aujourd'hui, mais augmenter à 95% de ponctualité à l'échelle de la nouvelle région. Ça, c'est un chiffre qui nous tient à cœur, parce que c'est évidemment les retours des usagers. Les trains sont trop en retard, donc on a fixé un objectif à 95. La deuxième chose, c'est qu'on a également demandé à la SNCF à ce que, là où on avait des taux de suppression de trains qui parfois étaient très importants, on est même monté parfois à 3,5 dans les années qui est précédentes, ce taux, il est fixé maintenant par convention à 1 point. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les suppressions de trains, alors il y en a beaucoup moins déjà depuis le début de l'année, et j'espère que ça va continuer comme ça, mais il y en avait beaucoup trop à l'échelle de la nouvelle région. Et pourquoi on s'est permis d'aller à ce chiffre-là? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on est en train de se parler, il y a 191 rames qui roulent en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a 66 nouvelles qui ont été achetées par la nouvelle région. Ça fait grosso modo... Enfin, par la nouvelle région, par les anciennes régions et par la nouvelle région depuis récemment, puisqu'il y en a 10 qui ont été livrées récemment dans l'Aix-Limousin. Ce qui veut dire que sur 66 nouvelles rames, le matériel ne tombe pas en panne tout de suite. Donc l'idée, c'est quand même qu'on ait un taux de régularité et justement un taux de suppression qui soit largement inférieur à ce qu'il était auparavant. La troisième chose, c'est que dans cette convention, on a demandé à ce qu'il y ait de l'offre en plus. Pourquoi de l'offre en plus? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et j'ai tendance à vous dire tant mieux, on a une augmentation de la fréquentation en 2017 qui était aux alentours de 10% à l'échelle de la nouvelle région, et c'est la même pour 2018. Juste pour que tout le monde ait dans l'idée de quoi on est en train de se parler, à l'échelle nationale, la fréquentation, elle est à 4,5. En Nouvelle-Aquitaine, elle est à 10. Donc, plus de fréquentation dit plus de trains, obligatoirement. Et ça fait partie des sujets que nous avons demandés dans la Convention, avec une augmentation globalement à l'échelle de la nouvelle région de 8% d'offres supplémentaires à l'échelle de la nouvelle région. Et puis, une augmentation de 24% du trafic pendant la durée de la convention, puisqu'on a re-signé une convention pour 6 ans. Et ce travail-là, il va être fait dans le cadre de bassins de mobilité que nous avons définis au niveau de la région. Il y en a 5 à l'échelle de la nouvelle région, pour qu'il puisse y avoir une optimisation justement de l'offre sur chacun de ces bassins de mobilité. Ensuite, toujours tourné vers l'usager, ça n'existait pas auparavant, mais qu'on ait aussi une garantie fiabilité pour les abonnés. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'indemnisation à chaque fois, quand il y avait des gros retards. Là, aujourd'hui, c'est chose faite dans le cadre de la Convention, c'est qu'il y aura des indemnisations de la part de la SNCF pour les abonnés quand il y aura trop de retard. Et puis, avec un élément qui est extrêmement important, puisqu'on est en train de parler d'argent public, c'est-à-dire nos impôts à toutes et à tous. Aujourd'hui, en 2018, la convention TER avec la SNCF, de la part de la région vers la SNCF, c'était 310 millions d'euros. En 2019, ça descend à 296 millions d'euros. Et nous souhaitons arriver, à l'issue des 6 ans, à 254 millions d'euros pour faire en sorte qu'on ait aujourd'hui des gains de productivité qui soient faits, beaucoup sur les frais de siège nationaux notamment, beaucoup aussi sur la question de la maintenance, parce que, confère ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au nouveau matériel, il y a moins d'opérations de maintenance, et faire en sorte justement qu'on puisse avoir un service qui puisse être largement également amplifié sur une question qui pour nous est essentielle, qui est évidemment l'information voyageur. À chaque fois qu'on a des retours des uns et des autres, c'est pour nous dire non seulement qu'on avait du retard ou que notre train était supprimé, mais surtout qu'on n'avait pas eu d'information. Donc l'information voyageur fait partie aussi des objectifs qui ont été fixés d'ailleurs au niveau national par la SNCF et qui vont devoir trouver des traductions immédiates dans notre région. C'est la demande très forte que nous avons faite
dans le cadre de cette convention. Donc, ensuite, juste là, voilà. Nous avons également accompagné cette convention et on a finalisé ça au mois d'avril, il n'y a pas plus tard que le 12 avril, lors d'une séance plénière, fini notre gamme tarifaire. Vous le savez, on avait des tarifs qui étaient très différents d'une ex-région à l'autre. C'était normal, hein, chacun avait fait ce qu'il le souhaitait. Nous avons, il y a 2 ans, commencé une harmonisation. On a fini il y a maintenant quelques mois, avec des tarifs qui sont à destination, pour le coup, de tout le monde. À la fois le pass abonné, bon, qui était déjà connu, hein, ça fait déjà 2 ans qu'il est en route, et qui fonctionne très bien, puisque on a plus 30% d'abonnés aujourd'hui depuis qu'on a mis en place le pass abonné. Donc ça veut dire que ça correspondait, je pense, à la demande à l'échelle de la nouvelle région. Une carte plus, bon, qui existe aussi sur les gammes de la SNCF. Le tarif tribu, pour être très clair, celles et ceux qui pensent qu'on a inventé le covoiturage en 2019, le train c'est du covoiturage, hein, donc ça tombe bien. Le tarif tribu c'est du covoiturage en train, de manière un petit peu plus sécurisante que A5 dans une Clio avec les valises dans les dents. Donc clairement on a un tarif tribu qui est extrêmement plébiscité. Des petits prix qu'on a mis en place l'an dernier, donc des billets de 5 à 20 euros sur l'ensemble de la région, qui ont été également très plébiscités, c'est rien de le dire. Et puis, dernièrement, c'est le dernier tarif qu'on vient de voter, un tarif, une carte solidaire qui prévoit donc une réduction de 80% pour les bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d'emploi, ceux qui sont en formation professionnelle, les migrants également. Donc, 80% de réduction pour les personnes qui bénéficient de cette carte solidaire. Un billet jeune de 4 à 19,50 €. Donc, pareil, hein, en partant du principe qu'il faut qu'on habitue le plus tôt possible les jeunes à pouvoir prendre le train. Et puis un billet groupe scolaire qui n'est pas encore trop utilisé, malheureusement d'ailleurs, j'ai tendance à vous dire. Si vous siégez à l'école ou vous siégez dans un RPI ou un Civus scolaire, bah dites-le autour de vous, hein, c'est 1 € par élève transporté, c'est moins cher que le bus, il n'y a même pas photo, ou au collège ou au lycée, hein, partout où vous êtes, n'hésitez pas à le faire connaître. Et puis des tarifs réduits pour les enfants qui existaient et qui continuent à exister. Alors, on va en venir sur le sujet évidemment de cette ligne aujourd'hui 40, qui prévoit aujourd'hui un certain nombre de chiffres qui vont vous être donnés dans un instant par rapport à la régularité que vous voyez là. Je veux juste, avant de passer la parole à Yvan, dire quel est le niveau de régularité qu'on avait auparavant en Nouvelle-Aquitaine. Vous voyez 90,5%. Donc l'objectif des 95, il y a encore beaucoup de travail. 1,7 de trains supprimés, et avec des pointes qui étaient montées très haut. C'est ce qui posait quand même largement des problèmes. Bon, il y a les trains à l'heure sur l'heure de pointe. Et là, depuis le début de l'année 2019, sur le premier trimestre, ça continue d'après ce qu'on m'a dit sur le mois d'avril, on est monté à 94,3% de trains à l'heure, 1,3% de suppression, donc avec aujourd'hui une régularité qui est quand même largement supérieure. Vous le voyez, hein, on a quasiment... on a plus de 4 points de régularité sur le début de l'année 2019. C'est pas du bois, mais enfin, on va toucher du bois pour se dire que j'espère que ça va continuer comme ça pour le reste de l'année. Voilà, je passe la parole à Yvan sur la ligne 40 en particulier. Merci, Monsieur le Président. Oui, quelques explications sur ces chiffres par rapport à 2018 et au début de l'année 2019. Donc, sur 2018, les trains de la ligne 40 ont eu donc un taux de régularité de 91,8%. C'est donc supérieur à la moyenne TER Nouvelle-Aquitaine. Globalement, tous les mois ont été bons. On constate seulement 3 mois à moins de 90%. C'était le mois de janvier, le mois de juin qui était à 85%, qui était le pire score de la ligne. Et enfin, le mois de décembre qui était à 89%. Mais sinon, tout le reste de l'année, le taux de régularité était supérieur à 90%. Et c'est un petit peu l'effet contraire en début d'année, parce que comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, effectivement, la régularité est très très bonne, avec 94% de trains à l'heure. Et tous les trains sont en dessous de 94, alors certes peu, mais
on reste quand même à chaque fois depuis le début de l'année sur un taux qui est à chaque fois entre 90,9% et 92,3%. Voilà. On va passer donc à la partie fréquentation. Donc, Monsieur Bini. Oui, bonsoir à tous. Un petit point sur la fréquentation, donc fréquentation de l'année 2018. Vous pouvez le voir sur l'évolution du graphique, une évolution positive. On va se parler vrai, hein, on a eu un second trimestre 2018 marqué par un mouvement social d'ampleur lié à la loi de la réforme ferroviaire qui a impacté, et qui a certainement dû vous impacter sur le second trimestre. Mais malgré ce point-là, on peut constater une évolution du trafic en voyageurs par kilomètre qui a augmenté sur la ligne de plus de 6%. Donc, ce qui reste une bonne donnée d'entrée pour la fréquentation de la ligne. Quand on regarde plus précisément qui fréquente la ligne, on voit qu'on a essentiellement, pour 3/4, un trafic d'occasionnel. Donc, 3 voyageurs sur 4 est occasionnel sur la ligne, et donc 25% d'abonnés. Mais à retenir sur l'année 2018, une croissance positive du nombre de voyageurs sur la ligne 40. Donc, nous les avions présentés en comité de ligne l'année dernière à Morsinx. Donc, des nouveautés ont été mises en place suite à des demandes d'usagers. Donc, dans le sens Mont-de-Marsan vers Bordeaux, donc le départ se fait désormais à 18h16 et non plus 17h15 pour rejoindre Bordeaux. Et la première arrivée à Bordeaux est un peu plus tôt, à 6h42 au lieu de 6h44, mais elle a l'avantage de pouvoir sécuriser la correspondance donc avec le premier TGV vers Paris qui part à 7h04. Et dans l'autre sens, donc l'arrivée à Mont-de-Marsan, la première arrivée depuis Bordeaux est désormais à 7h21 au lieu de 8h02, donc ce qui permet pour les personnes commençant à 8h de pouvoir être à l'heure. Et enfin, par rapport aussi à la demande du train d'après-midi qui était à 15h18, il a été décalé à 16h18 du lundi au vendredi. On a regardé pour le mettre le week-end à 16h18 parce que le week-end il reste à 15h18. Ça ne sera pas possible puisque le croisement d'Icos est fermé le week-end. Il est seulement utilisé la semaine, donc on ne peut pas le mettre à 16h18 pour avoir le même horaire toute la semaine. On va donc continuer sur les travaux 2019. Excusez-moi, j'ai oublié de donner juste un chiffre qui a son importance quand même, qui est qu'entre 2017 et 2018, on a 7,4% de fréquentation en plus sur cette ligne en particulier. On est passé de 1788 voyageurs à 1920. Voilà. Par jour, pardon, je parle par jour là. Merci, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler des travaux concernant la ligne. Donc, globalement, sur cette ligne, pas de choses particulières. Donc, on va organiser de la maintenance. C'est la raison pour laquelle, effectivement, pendant un certain nombre de semaines dans l'année, vous pouvez avoir une substitution de bus à la place de train pendant des périodes de 3 à 4 heures par jour, en fait. Donc vous les voyez pour le 2019. Donc on a une période qui s'est terminée là le 26 avril. La prochaine période sera du 15 octobre au 26 octobre uniquement sur la section Morsinx-Mont-de-Marsan. Et sur la ligne qui alimente Morsinx-Mont-de-Marsan, qui est de Bordeaux à Morsinx, on a donc des travaux de maintenance du 18 novembre au 13 décembre. Donc c'est pour 2019. Est-ce que ça vous ennuie de passer à la slide suivante? Oui, merci. Et en ce qui concerne 2020, de la même manière, pas de particularité. On est sur des périodes massifiées de maintenance, donc une période au printemps et une période à l'automne. Voilà. Néanmoins, on a indiqué effectivement que les travaux en gare de Bordeaux-Saint-Jean, les travaux d'accessibilité vont commencer en 2020, et donc on aura 2 périodes de 3 semaines où on aura 2 voies de fermées en gare de manière à rehausser les quais. Et du coup, il y aura effectivement des adaptations du plan de transport pendant ces semaines. Voilà, en ce qui concerne les travaux. Merci. Voilà, en quelques minutes, le plus rapidement possible pour qu'on puisse laisser le temps évidemment aux questions, et on essaiera d'apporter toutes les réponses qu'on a déjà aujourd'hui, et éventuellement on reviendra vers vous si jamais il y en a quelques-unes qu'on n'a pas. Voilà, la parole
est à vous si vous souhaitez intervenir. Allez-y, monsieur. Alors, attendez, vous avez un micro qui va vous être apporté. Je voudrais évoquer avec vous les problèmes de correspondance entre les TER Mont-de-Marsan-Bordeaux, Bordeaux-Mont-de-Marsan par rapport au TGV Paris, de Lille et de Strasbourg. Je vais vous citer un exemple. Par exemple, le matin, il y a un train qui passe à Igos à 7h48 qui fait 9h01 à Bordeaux, quand tout va bien. Hein, on n'est pas encore aux 95% de régularité. Mais derrière, vous avez un train pour Paris à 9h04, un TGV Paris à 9h04, donc 3 minutes. Pour une personne âgée, c'est impossible. Et vous avez aussi une correspondance à 9h08 pour Lille-Strasbourg, puisque la rame est double, une partie va à Lille, l'autre va à Strasbourg. Alors ce que j'aimerais, c'est que essayer d'améliorer quand même la possibilité d'avoir une correspondance correcte en gare de Bordeaux, ne serait-ce que pour ce train-là. Dans l'autre sens, monsieur a évoqué le train de 15h18 qui existait il y a encore un an ou deux, qui était pratique. Vous venez par exemple de Lille, vous arrivez à 14h52, hein, vous aviez un train à 15h18, ça fait 26 minutes pour correspondance, c'était parfait. Maintenant, on attend 1h18 pour prendre 16h18. Alors, je pense qu'au niveau des correspondances, en gare de Bordeaux, dans les deux sens, hein, aussi bien TGV vers Mont-de-Marsan que Mont-de-Marsan vers le TGV Paris, Lille ou Strasbourg, il y aurait des choses à examiner et à améliorer. Voilà. Merci. On va prendre plusieurs questions. Allez-y. Sauf s'il n'y a qu'une question. Oui, bonsoir. Donc Philippe Strelli du collectif Teresa. Je m'étonne un petit peu par rapport à la convention qui a été annoncée là, que vous allez nous donner 8% d'offres en plus et 24% de plus en trafic. Alors que ça fait quand même 5 ans que vous êtes à la tête du... C'est ça, hein, 5 ans, hein, c'est ça? Moi, personnellement, vous Oui, voulez dire? oui. Non, 4 ans? 3. 3. Bon, 3 alors. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus, mais bon, c'est 3 ans. Le temps passe vite. Hein. Exactement. Vous avez, voilà. Alors que ça fait donc 3 ans et même plus avec votre prédécesseur que l'on réclame plus d'offres sur la ligne 40 et plus de trafic. Alors, je demande à voir quand même tout ça, comment ça va se faire, parce que à chaque fois comme je demandais des trains en plus ou des horaires en plus, on me répondait il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de sillon, il n'y a rien de tout ça. On ne peut rien faire. Quid? Alors, si vous avez une réponse à m'apporter, je suis preneur. Oui, bonjour. Jean-Pierre Dumartin. Moi, je fais partie du Centre technique régional de la consommation Nouvelle-Aquitaine. Du coup, depuis la loi Notré, les associations, en particulier les associations de consommateurs, doivent se déplacer, non pas toutes les semaines, mais quelques fois par mois ou tous les 2 mois, au moins pour se rencontrer physiquement. Et vu la grandeur de la région, qui au niveau de l'Autriche, hein, vous voyez depuis Guéret jusqu'à Hendaye, donc nous on a choisi de se réunir à Angoulême. Sauf que les coûts de transport, ça coûte. Et même si vous avez mis en place de nouvelles tarifications réduites, en tant qu'association, nous, on ne rentre pas dans les clous, à moins que d'être retraité et puis d'avoir une carte senior. Donc la demande qui est faite par le Centre technique régional de la consommation, avant il y en avait 3, un dans le Limousin, un en Poitou-Charentes et un en Aquitaine. Et c'est la seule région dans le cadre de la décentralisation et de la loi Notré où justement dans cette région il y avait 3 centres techniques de la consommation. Donc nous ce qu'on souhaiterait c'est de mettre à l'étude justement une tarification pour les associations afin qu'elles se déplacent au meilleur coût. Voilà, ça c'est la question. Une question perso.
parce que souvent, moi, j'ai la carte senior. J'en ai bénéficié à 29 € grâce l'an dernier au conflit social. Autrement, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. J'ose dire que quand je suis allé au Portugal, j'ai voyagé, il n'y avait pas de carte, il suffisait que je montre ma carte d'identité, et à partir de 65 ans, on avait 50% d'acquis sur les lignes. Voilà, donc c'est pour dire que dans notre pays, pour avoir droit à des réductions, il faut quand même acheter une carte. Voilà. Donc ça s'adresse plutôt ça à la CNCF. Oui, bonsoir. Moi, je suis simple usager assez fréquemment. Je prends bonne note de la convention que la région a signée avec la SNCF, mais je voudrais dire quid de l'ouverture, je dirais, à la concurrence, qui semblait plutôt impacter justement ces lignes régionales plutôt que les lignes nationales. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Merci. Bonsoir, moi je suis Anaïs Barreit, je suis usagère et abonnée depuis 14 ans maintenant entre Morsinx et Bordeaux. Pardon. Alors tout d'abord, vous parliez tout à l'heure de communication. Personnellement, j'ai appris mardi soir qu'il y avait un comité de ligne. Alors d'habitude, on a informé sur le blog, mais il n'y a plus grand monde qui met à jour le blog. Je pense qu'un petit mot sur l'application pour dire qu'il y avait le comité de ligne serait été pas mal non plus. J'ai interrogé plusieurs abonnés ce matin qui n'étaient pas au courant que le comité de ligne, c'était ce soir, à 18h, à Igos. Voilà. Donc, bon, je l'ai su par hasard mardi, j'ai réussi à venir. Voilà. Et juste aussi parler du train de 17h39 au départ de Bordeaux. Donc il met 1h10 pour arriver jusqu'à Morsinx, parce que Arcachon est devant nous, et que tous les soirs, on a 4 minutes de retard, donc je pense qu'il ne passe pas dans votre radar, mais pour nous, ça fait 1h15 pour arriver jusqu'à Morsinx, quand tous les autres trains mettent 1 heure. Et un quart d'heure tous les jours, c'est un peu pesant. Donc si vraiment on pouvait faire quelque chose pour ce train, ça serait pas mal. Merci. Alors, on va faire une première série. Allez, ou si vous voulez, madame, comme vous voulez. Allez-y, allez-y. Et vous inquiétez pas, hein, je redonne la parole après. Hein, y a pas de souci. Bonjour, je suis utilisatrice et mes enfants également. Donc, dans le cadre scolaire, ils prennent le train le matin. Mais depuis quelques mois, j'avoue que l'angoisse est permanente. Partiront-ils? Ne partiront-ils pas? Vont-ils aller au collège? N'iront-ils pas? Et ce sont des parents qui attendent sur le quai impatiemment, premier train, deuxième train, on ne sait pas trop. Donc là, ça fait quand même plusieurs semaines, voire mois, qu'une inquiétude monte chez les parents. Alors quand ils sont en gare d'Igos, je vais vous dire, bon, on n'est pas très loin de la maison. Mais quand ils sont coincés à Mont-de-Marsan et qu'on est mercredi, on ne sait pas où sont les enfants, ils nous appellent, ils nous disent « Ah bah il est 13h maintenant, finalement il n'y avait pas de train, ils vont arriver qu'à 15h, puis finalement de 15h, il n'y avait pas de place dans le bus. » Donc, ils arrivent à 17h. On n'est pas très rassurés. Dans le bus que 14 ou dans le train, ans. pardon, excusez-moi, madame. Bah, tantôt sont des trains, tantôt sont des bus, on ne sait pas trop. Ah, même les enfants ne le travaux, savent pas. Hein. Et du coup, nous, parents, c'est assez angoissant. J'avoue, là, on n'est pas très serein sur cette fin d'année. Donc, il y a certains enfants, d'ailleurs, qui n'iront pas sur Mont-de-Marsan l'année prochaine, alors qu'ils habitent Morsinx, parce qu'ils ont peur, justement, de ces incertitudes. En tant qu'utilisatrice du train entre Igos et Morsinx, j'ai la chance de ne pas travailler le mercredi après-midi, mais je ne peux pas prendre le train le mercredi parce que je n'ai pas de train pour rentrer à midi. Je rentre qu'à 14h, voire plus tard. Donc, c'est pas très pratique. Et quand on est abonné, eh bien, on a toujours des abonnements rognés. Comme ça, si on a une réunion, on ne peut pas rentrer. Ou très tard. C'est pas très flexible, en fait. C'est vrai qu'il y en a plus de trains, certes, mais les horaires ne correspondent pas trop. Bien, alors moi je vais faire la première, enfin ce sur quoi je peux répondre, puis après
Je vous passe la parole, hein, parce qu'il y a des choses sur lesquelles moi je vais pas pouvoir répondre. Alors, correspondance TGV en est une. Hein. Moi, là, je laisse les horaires,istes répondre. Sur la question de M. Strelli, vous avez raison. Pourquoi on n'a pas pu répondre auparavant? Et pourquoi on l'a mis dans cette convention? C'est qu'aujourd'hui, pour que tout le monde ait bien en tête les chiffres, hein, la circulation d'un train entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, si on rajoute un train, c'est 500 000 € de plus. Ça parle à tout le monde, 500 000 €. Voilà. Donc, un train de plus, c'est 500 000 €. Donc, à partir de là, par an. Oui, pardon. Pas par jour, parce que sinon... Ou même par... Enfin, même, déjà, par an, ça me paraît tellement... Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Parce que là, on est en train de parler, évidemment, encore une fois, de notre argent. Donc, c'est-à-dire nos impôts. Hein. Donc, 500 000 €, si vous voulez, aujourd'hui, par rapport aux demandes légitimes, hein, moi, je suis le premier à dire qu'il en faut plus, mais il y a un moment donné, vous avez un budget. Bon, alors on va me dire, ah, mais il y a d'autres priorités, machin. Oui, on a un budget qui n'est pas extensible. Et surtout, je vous rappelle juste qu'on n'a pas, aujourd'hui, d'affectation ni du versement mobilité, ni de aucune taxe poids lourd, ni de rien du tout pour faire circuler les trains. C'est sur argent du budget de la région, sans aucune taxe préaffectée. Ce que nous réclamons à corps et à cri, d'ailleurs, les régions, j'étais hier encore à Région de France, pour qu'on puisse mettre de l'offre supplémentaire, il faut qu'on ait quelque chose qui soit plus... Alors, on nous parle qu'il y aurait un morceau de TVA qui tomberait chez nous. Tant mieux, hein. Ça va nous permettre peut-être de détendre un peu l'atmosphère. Comment on a fait pour pouvoir faire, en tout cas, signer une convention dans laquelle on a fait ça? C'est que d'abord, on a découpé, comme je disais tout à l'heure, en 5 bassins de mobilité. Sur ces 5 bassins de mobilité, on va reprendre l'ensemble avec mobilité et avec SNCF Réseau et avec SNCF Voyage, puisque TGV est concerné aussi, et le fret. On reprend l'ensemble de la grille des sillons à 0. Vous avez bien entendu, à 0. Et on se remet autour d'une table et on regarde exactement comment on peut mettre en place un dispositif qui consiste à dire, aujourd'hui, il faut qu'on ait des offres dans lesquelles on va avoir 3 types d'offres. Une offre périurbaine, qui soit beaucoup plus circulante. Exemple, ce qu'on est en train de monter avec l'agglomération du Pays Basque, pour qu'on puisse... faire des allers-retours beaucoup plus rapidement à l'intérieur même, non pas de l'agglomération, mais juste à proximité de l'agglomération, ce qu'on a fait à La Rochelle, d'ores et déjà, ou ce qu'on va faire également sur la métropole. Donc des trains aux portes, je dirais, des agglomérations, des AOM existantes, des autorités de transport, pardon, qui puissent être beaucoup plus cadencées. La loi va en plus permettre que ces agglomérations participent au financement des trains, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Première offre. Deuxième offre, il faut qu'on ait une offre qui desserve toutes les gares. Parce qu'il y a des gares partout, Igos en est une, Saint-Martin-d'Aunay, j'en passe et des meilleurs, donc il faut qu'on puisse desservir l'ensemble du territoire. C'est notre volonté. En gardant évidemment les lignes ferroviaires. C'est là où il peut y avoir un vaste débat, et j'espère qu'il aura lieu dans les heures qui viennent à l'Assemblée pour savoir quel est le niveau d'investissement demain sur le système ferroviaire. Parce que moi, je veux bien qu'on prône un certain nombre de choses, mais à un moment donné, c'est comment on fait en sorte de maintenir le réseau ferroviaire. Je vous rappelle qu'à l'heure où on est en train de se parler, il y a 7 lignes suspendues en Nouvelle-Aquitaine aux voyageurs. Suspendues, c'est le langage SNCF. Fermé aux voyageurs, c'est mon langage. Donc, en clair, on a des lignes qui sont aujourd'hui fermées aux voyageurs. Faute d'entretien, hein, soyons clairs. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est de dire on fait une desserte fine du territoire. Et le troisième axe, c'est comment on fait en sorte que, effectivement, un certain nombre de préfectures, de sous-préfectures, de territoires où il y a des bassins d'emploi assez forts, on puisse aller directement vers une ville où on va pouvoir faire des correspondances. Je dirais, ce que vous venez de dire, monsieur, je veux prendre Lille, il faut que ce soit quasiment direct. Et on met plus 1h30, 1h01, ce qu'on a fait à Périgueux en 2017, où Périgueux-Bordeaux, c'est 1 heure. Et vous prenez votre TGV, vous allez à Lille, vous allez à Paris, vous allez à Strasbourg. Demain, au mois de juillet, vous aurez une offre sur Londres.
non, au mois de juillet, c'est Bruxelles, pardon. Et puis, à la rentrée de septembre, vous aurez une offre sur Londres. Donc, vous voulez faire ça, vous y allez direct, pim, pam, poum. Et le TER, il est là aussi pour ça, pour rabattre. Mais c'est pareil, si vous êtes sur Poitiers, que vous voulez prendre le TGV à Poitiers, ben, vous avez une offre directe en TER pour aller sur Poitiers récupérer ça. Donc ça, c'est la méthode. Ensuite, à l'intérieur de ça, nous, on a demandé à la SNCF que justement, grâce à l'optimisation des sillons et l'optimisation du matériel, on puisse avoir une offre supplémentaire, d'où les 8% dont je vous parlais tout à l'heure. Et 24% de fréquentation, ça correspond aujourd'hui à ce qu'on a comme évolution. Je parlais de 10% par an là, depuis 2 ans, je ne sais pas si ça va se maintenir, en quel cas on sera au 24 très rapidement, hein, mais que ça corresponde aujourd'hui aux capacités d'emport du matériel qu'on a, capacité d'emport, c'est-à-dire aux capacités d'accueil des voyageurs, sur les 191 rames qui sont à disposition de SNCF Mobilité sur la région. À condition, et là c'est un débat avec Mobilité, qu'on respecte bien le nombre de trains qui sont à mettre, notamment quand il y a des gares qui sont blindées et où tout le monde ne peut pas monter dans le train. Donc ça, par contre, c'est un autre débat avec SNCF Mobilité. Mais la réalité, c'est qu'avec le matériel qu'on a aujourd'hui, je veux juste que vous ayez une idée, hein, le matériel tel qu'il est aujourd'hui, il roule 3h46 par jour en moyenne, annuelle. Donc on a encore un petit peu de temps pour le faire tourner un peu plus dans la journée. Vous voyez, donc on a largement la place pour le faire. Est-ce qu'on a les sillons? C'est ce qu'on va travailler justement dans le cadre, le langage, le dossier dont je suis en train de parler, le travail qu'on est en train de faire, ça s'appelle OptimTER, optimisation des TER. Et on doit gagner 8% d'offres. C'est, vous l'avez compris, notre objectif. Je prends le point sur la tarification des associations. Je dois dire qu'aujourd'hui, c'est une demande que tu as formulée, je peux tutoyer, oui, que tu as formulée, qui m'a été formulée par plein d'assauts, et je conviens avec toi, pour le vivre régulièrement, que c'est juste un problème. Alors, il y a plein de solutions, nouvelles technologies, visioconférences, tout ce qu'on veut, machin et tout, mais il y a un moment donné, il faut bien se retrouver. Donc la vérité, c'est que on a demandé, et je sais qu'on est en train d'y bosser dans les services, non pas que transport, hein, mais secteur associatif, on est en train d'y bosser, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme proposition aux, je dirais, aux têtes de pont associatives régionales, que ce soit les comités sportifs en matière culturelle, associative globalement, pour voir comment on peut faire. Moi, j'ai un des élus du parc qui est président du comité régional de vélo. Il m'a dit, mais comment tu fais quoi? Il en peut plus. Parce qu'il ne fait pas les réunions à vélo, tu l'imagines, mais à force de prendre la bagnole, c'est un truc de fou. Donc la vérité, c'est qu'il faut qu'on trouve des solutions. Alors ça peut passer par là. Il faut regarder, mais on va l'examiner. Ça, c'est clair. La question des cartes, elle n'est pas posée qu'à la SNCF. Puisque aujourd'hui, nous, on est en train, petit à petit, de faire évoluer nos systèmes billettiques. Je m'explique. Vous avez peut-être entendu parler, si ce n'est pas le cas, vous pourrez regarder ça tranquillement, de Modalis. Donc Modalis, qui est aujourd'hui une application que vous pouvez télécharger, ou d'ailleurs vous allez sur le site internet modalis.fr sur internet, vous allez trouver en fait toutes les offres qui sont en matière de transport public à l'échelle de la nouvelle région, avec les agglomérations, avec évidemment la région, avec les offres aussi, avec une offre sur l'application qui permet concrètement d'aller d'un point à un autre en vous expliquant exactement, et à pied et en vélo, si vous avez une voie verte, si vous avez un garage à vélo. Enfin, tout ça est expliqué sur modalis.fr d'un point à l'autre. Alors, on est au début, hein, donc il doit y avoir des bugs, on améliore au fur et à mesure, mais elle est aujourd'hui utilisable pour ça. Le deuxième étage de la fusée par rapport à ça, c'est qu'on puisse avoir la carte dessus. Donc, on n'ait pas besoin de montrer son truc, son machin, son bidule, et qu'on ait le billet finalement qui soit, ou l'abonnement qui soit directement sur Modalis, et que vous ayez plus qu'à passer ça comme on fait pour certains d'entre vous peut-être sur le TGV ou sur d'autres, ou à l'avion, ou je sais pas où. Enfin bon, bref, faciliter la vie des usagers par rapport justement à ces questions. Sur la question de l'ouverture à la concurrence, moi je vais être très clair avec vous.
Et là, c'est la position de Renaud Lagrave, hein, qui a été, pas l'architecte, mais un des architectes, il faut être modeste dans la vie, de la signature de cette convention. On l'a signée pour 6 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Donc, dans notre idée, et ce qu'on a fait, et ce qu'on a signé avec la SNCF, donc vous avez compris qu'on avait fait 5 bassins de mobilité. OK ? Sur ces 5 bassins de mobilité, on a demandé à optimiser l'offre. Je ne répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, par bassin de mobilité, bon, pour avoir de l'offre supplémentaire. Donc ce travail, il est en cours sur le premier bassin qui est Périgord-Limousin. On commence par là. Si ça fonctionne, on bascule sur un deuxième bassin. 3. Au bout du 3e, on s'arrête et on dit ça marche pas. Ça marche, on continue les 2 autres. Ça marche pas, on se pose la question. En tout cas, quand je dis on, ceux qui seront après, hein, parce qu'il faut être humble aussi. Moi, 2021, puisque M. Straeli me dit que je suis là depuis 5 ans, non, 3, il m'en reste 2, je crois. Bref, en 2021, c'est nous ou c'est plus nous. Bref, ceux qui auront à travailler sur la suite, moi ou d'autres, auront à faire le point pour savoir si est-ce que ça a fonctionné, est-ce qu'on a bien les 8% d'offres de plus, est-ce qu'on a bien la fréquentation en plus, enfin, bref, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, la régularité, ainsi de suite, auquel cas on peut continuer sur les 2 derniers lots, avec la SNCF. Si ce n'est pas le cas, on s'est gardé en réserve le joker qui nous permet pour le coup de le faire. Mais on n'est absolument pas obligé de l'activer, contrairement à d'autres régions qui l'ont déjà fait avant même d'avoir discuté d'ailleurs avec la SNCF. Mais ce qui n'est pas notre cas. Donc ce qui veut dire que, y compris dans cette convention, on a indiqué un certain nombre de questions parce que y a des sujets sur lesquels aujourd'hui on est interpellé au niveau de la région. Je vais en citer un, et c'est très régulier, hein, ici comme ailleurs. Hein, lundi soir à la Souterraine, c'était un des gros débats, et la question de l'ouverture des guichets. Bon, moi on vient me voir à la région en disant mais oui, c'est vous les responsables. Et même lundi soir, on m'a même dit mais oui, mais derrière le guichet, c'est quelqu'un qui travaille à la région. Bon, il faut juste qu'on fasse un tout petit peu de pédagogie, 5 secondes, pour dire que les guichets ne sont pas tenus par la région, hein, ce n'est pas une régie, il n'y a pas des agents de la région derrière, c'est des agents de la SNCF. La SNCF, au niveau national, a décidé il y a 3 ans, moi, ce n'est pas mon avis, mais c'est leur choix, moi, ça ne vous a pas échappé, je suis ni ancien cheminot, ni nouveau cheminot, ni à la SNCF, mais ils ont fait le choix de dire on ferme les guichets. Alors que ce soit TGV, que ce soit TER, que ce soit les trains d'équilibre du territoire, on ferme les guichets. En Nouvelle-Aquitaine, lorsqu'on est arrivé en 2016, moi je me suis retrouvé face à une situation où les élus, à juste titre, hein, les associations sont venus me voir en me disant mais attendez, monsieur Lagrave, vous fermez les guichets. Je dis, pardon, on ne ferme pas les guichets, nous on n'a rien demandé. Je rappelle juste le chiffre tout à l'heure, 310 millions d'euros par an à la SNCF pour assumer non seulement le roulage des trains, mais aussi les guichets. Donc pour nous, il était hors de question de fermer les guichets. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos moyens à nous, dans le cadre budgétaire qui est celui que je vous ai indiqué, on a demandé des ouvertures de guichets qui ont été, je dirais, rediscutées avec les territoires un par un. Alors évidemment, il y a eu une amplitude d'ouverture des guichets qui a été réduite parfois à peau de chagrin. Hein, j'en conviens avec vous, hein, et j'en conviens non pas avec vous, avec tout le monde d'ailleurs, mais dans la limite du budget de la région. Moi, à partir de là, j'ai renvoyé toutes celles et ceux qui ne sont pas d'accord avec ça vers la SNCF, et je le fais encore aujourd'hui, parce que j'estime aujourd'hui que là, pour le coup, même si de plus en plus de gens prennent sur Internet, ça ne m'a pas échappé, il y a encore des gens qui ont besoin d'aller dans des guichets. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, cette ouverture à la concurrence, moi, je la prends, si vous voulez, d'une manière très simple. C'est comme pour que Mobilité, SNCF Mobilité, comprennent bien que les objectifs qu'on a mis dans la Convention, c'est des objectifs qui sont obligatoires. Non pas pour la Grave ou la région, hein, pour les usagers. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. Hein. Moi, c'est pas pour moi. Hein, là, voilà. C'est pour les usagers. Et pour que les usagers soient contents de prendre le train et qu'ils aient une régularité, qu'ils n'aient pas de suppression de train, ainsi de suite, ça veut dire qu'il faut fixer des objectifs très ambitieux à la SNCF et laisser planer quelques doutes sur la Suisse. Sur la suite, pardon, pas sur la Suisse. Sur la suite.
La communication sur les comités de ligne. Alors franchement, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, désolé. Moi, je pensais qu'il y avait des affichettes, mais visiblement, bon, très bien. Normalement, il y a un mail qui est envoyé aux abonnés. Si vous êtes abonné, vous n'avez pas une mail. Lundi soir, c'est un peu tard. Bon, c'est déjà pas mal. Si vous l'avez appris dans le TER, ça veut dire qu'il y a eu une information. C'est déjà une bonne nouvelle. C'était le rappel, mais il y a eu un envoi initial? Ah, alors attendez. D'accord. Bon, donc il y a eu un problème, un bug informatique, ça arrive régulièrement. Mais si vous me dites que vous n'êtes pas la seule, ça veut dire qu'il y a eu un truc. Enfin, on va regarder ça parce que, objectivement, on a fixé les dates quand même il y a un petit moment. Donc c'est connu. Alors, pardon? Alors, le blog, je vais laisser la SNCF répondre. Par contre, notez-vous juste une adresse, transport.nouvelle-aquitaine.fr. Comme ça, vous aurez... Non, mais n'y allez pas toutes les 5 minutes. Ce n'est pas ça que je vous demande. C'est juste que sur la période des comités de ligne, que vous connaissez peut-être un peu, oui, mais parce qu'on les avait décalés légèrement, vous vous rappelez pourquoi? On l'avait expliqué à Morsinx. Donc là, on les a remis en grande partie dans les mêmes délais. Ce que je veux vous dire, c'est que sur transport.nouvelle-aquitaine.fr, et pour vous et pour tous les autres, vous avez le compte-rendu du comité de ligne de l'an dernier, vous avez les nouveaux horaires, vous avez tout en avant-première sur cet outil-là. Donc vous pouvez... Ils n'y sont pas, les nouveaux horaires? Ah bon? Bon, alors ils devaient y être. Je ne sais pas pourquoi ils n'y sont pas, mais enfin, ils auraient dû y être. Et si vous allez sur... bon, les comités de ligne, ils ne sont pas sur Modalis, mais en tout cas, ils sont sur notre site internet. Voilà. Alors, le train de 17h40, je vais laisser la SNCF. Après, madame, sur la question des scolaires. Moi, je veux vous dire que par rapport à ça, nous, on va... Enfin, vous avez compris que nous, on va essayer de faire le nécessaire pour que les trains soient à l'heure. Donc, on va essayer pour faire en sorte de sécuriser et les enfants et les parents. Donc, je comprends qu'il y a eu des aléas là sur les derniers... Parce qu'en fait, il y a eu des travaux. C'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. Donc, le temps des travaux de maintenance sur la voie, la vérité, c'est qu'il y a eu des bus. Donc, effectivement, un coup, c'était supprimé. Bon, voilà, c'est fini. Enfin, c'est fini pour l'instant. Et dans le temps des futurs travaux, on essaiera de faire... Enfin, on va demander à ce que ça se fasse mieux. Mais en tout cas, moi, je pense que dans le train, ils sont en toute sécurité, à la condition qu'ils soient à l'heure. Je confirme avec vous. Sur la question de l'information, j'ai dit tout à l'heure ce que j'en pensais. C'est qu'aujourd'hui, on est encore à l'âge de pierre sur l'information voyageur. Il faut qu'on passe à autre chose. Donc, c'est aujourd'hui un travail assez compliqué, mais qu'on souhaiterait voir accéléré. De la part de la SNCF pour que vous soyez, vous et les parents qui sont à Mont-de-Marsan et qui sont dans toute la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, rassurés sur ces questions-là. Avec une... Non, mais c'est vous savez, les choses... je suis le premier à dire ce que je pense, vous commencez à me connaître, M. Strayé, mais il faut dire quand ça va mieux. Aujourd'hui, par rapport à un sujet qui me paraît quand même essentiel, qui est la question de l'open data, donc l'ouverture des données de la SNCF, les choses évoluent plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous trouvez des choses, notamment sur Modalis, que vous ne trouviez pas avant sur d'autres applications. Donc, voilà, on évolue, mais je suis d'accord avec vous que ça prend un peu trop de temps à mon goût. Donc, sur les horaires, donc il y avait le 9h01, le 15h18 et le 17h39. Donc, sur le 9h01 qui arrive à Bordeaux. Donc on ne peut pas le faire arriver plus tôt puisque ce train donc, part à 7h34 de Mont-de-Marsan. Et en fait, c'est le même train qui arrive à 7h21 qui fait l'enchaînement. Donc le train arrive à 7h21 à Mont-de-Marsan et repart ensuite à 7h34. On ne peut pas le faire arriver un petit peu plus tôt parce qu'il y a on est ce qu'on appelle dans le jargon SNCF un sillon hors système. Donc il n'est pas sur sa minute habituelle. Expliquez-en parce que là, vous allez perdre la... Il n'est pas sur sa minute habituelle, donc on peut pas on peut pas le faire arriver à sa minute prévue. Et il y a d'autres trains avant, notamment le Bordeaux-Arcachon qui arrive à 8h54. Donc ce qui fait à Bordeaux. Voilà.
À 4 minutes, vous y arrivez pas. Depuis Morsinx, vous pouvez récupérer le Morsinx 7h47, Bordeaux 8h42. Ah, mais il part pas d'Igos. Il part pas d'Igos, il va partir de Morsinx. Parce que c'est l'autre ligne qui va apporter. Oui. Et vous partez pas d'Igos. Ouais. Retarder le TGV. Ouais. Alors, tout est possible. On peut retarder, on peut faire une demande pour la. Mais honnêtement, le temps que le TGV soit retardé, je pense qu'il vaudra mieux aller à Morsinx prendre le train. Mais par ailleurs, pour tout vous dire, on est en discussion avec SNCF Voyage pour le coup, puisqu'ils veulent modifier leur grille horaire pour les TGV dans les années qui viennent. Et quand je dis dans les années, oui, mais enfin, ils voudraient aller très vite, sauf que ça chamboule tellement les TER à l'échelle de la nouvelle région qu'on leur dit qu'il faut quand même prendre un petit peu de temps pour qu'on travaille, quoi. Donc voilà, donc ça fait partie des choses, mais ça peut évoluer. Maintenant, effectivement, la solution que donne Yvan, c'est celle d'aller jusqu'à Morsinx. Je conviens avec vous que c'est pas forcément la meilleure, mais oui, mais pour être très clair, là aujourd'hui, si vous voulez, sur le train, les deux trains dont vient de parler Yvan, on est en fait sur un conducteur avec un train qui fait les allers-retours. Mais voilà. Mais sauf que si vous voulez, après derrière, on ne peut pas rajouter un train de plus. C'est ça que je veux vous dire. 7h40 ? C'était l'ancien qui arrivait à 8h, mais l'arrivée à 8h était considérée trop tardive pour les gens qui commençaient à 8h. Donc en fait, au dernier comité de ligne l'an dernier, on nous avait dit, arriver à 8h à Mont-de-Marsan, si on a un bus à prendre, je ne sais quoi d'autre encore, pour aller en centre-ville, ça passe pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a remonté, là, celui qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc il passe plus tôt, ça c'est sûr. Alors, et dans l'autre sens, alors maintenant, dans le sens Paris-Mont-de-Marsan, par exemple, l'après-midi, l'exemple que je vous ai donné. Parce que c'est l'histoire du 15h18. Alors, oui, voilà, donc, qui dernier. existait avant. Oui, mais même chose. Comité de ligne à Morsinx l'an dernier. Je peux vous dire que là, la salle était une. De quoi ? Le report à 16h18. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, monsieur Strahi. Vous voyez, on est d'accord. C'est ce que j'allais dire. Donc, si vous voulez, les abonnés, qui sont quand même assez nombreux, nous ont dit 15h18 départ de Bordeaux, c'est quand même assez compliqué. 16h18, par contre, si vous finissez votre travail à 4h, bon, voilà. Nous... Ah, mais justement, il est plus plein que le 15h18, pour être très clair. Et donc, honnêtement, hein, on est aussi là pour faire rouler des trains avec plus de monde dans les trains, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'objectif, il est plutôt atteint. Et on a donné suite justement au comité de ligne de l'an dernier où on nous avait demandé, mais 15h18 c'est trop tôt, mettez-moi 16h18. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc je conçois avec vous que ce n'est pas forcément historique pour une correspondance, mais voilà. Le 15h18, le samedi-dimanche ? Ah, il n'y est pas justement, il n'y est pas le samedi-dimanche parce que pour pouvoir mettre le train oui, 15h28. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas les comptages sur moi. On va regarder. Juste, monsieur, et pour compléter les propos de monsieur Lagrave par rapport aux correspondances TGV, les correspondances avec TGV, on les a priorisées sur les Paris-Bordeaux direct, donc qui font le trajet en 2h04. Par rapport au TGV intersecteur que vous évoquez, on va dire que ce Paris-Bordeaux, on va dire que son parcours est assez sécurisé puisqu'il roule majoritairement sur une ligne à grande vitesse, donc ce qui fait qu'il arrive à rattraper son retard et qu'il peut être facilement à l'heure à Bordeaux. Vous faites référence aux TGV intersecteurs qui viennent de Lille et qui viennent notamment de Strasbourg. Le TGV intersecteur, c'est quelque chose de très complexe dans la construction horaire et en région Île-de-France, il doit s'insérer au niveau de Massy-Palaiseau, sur une branche où il y a des RER, où il y a des trains fret, donc, et il doit sortir à Poitiers, il doit sortir à Angoulême. Donc autant dire, la régularité de ce train, elle est loin d'être assurée et optimum. Donc c'est aussi pour ça que les correspondances, elles ont été privilégiées sur les trains où on était sûr qu'on aurait une régularité qui serait la plus satisfaisante, ce qui n'est pas le cas des intersecteurs.
Après, c'est la politique de voyage sur les... Juste pour compléter, effectivement, vous avez parlé de temps court. On est sur des correspondances, pour que ça soit entendu comme correspondance, à 10 minutes en gare de Bordeaux, ce qui est la norme en fait pour pas partout. Les grandes gares, qu'elles soient nationales ou parisiennes, ont des normes qui sont spécifiques par rapport à leur système d'exploitation. Mais sur Bordeaux, c'est 10 minutes. Donc effectivement, quand vous achetez une correspondance sur un billet TER sur TGV, il faut qu'il y ait 10 minutes entre l'arrivée de votre TER et le départ du TGV. Donc c'est la règle, sinon on ne peut pas l'acheter en correspondance. Et effectivement, mais Yvan, je vois que vous êtes un spécialiste. Côté TGV, effectivement, un sillon direct entre Paris et Bordeaux est beaucoup plus robuste qu'un sillon intersecteur, effectivement pour les raisons qui viennent d'être invoquées, parce qu'il a plus de chances de subir de perturbations que quand il reste uniquement sur la ligne à grande vitesse. C'est pas ce que j'ai dit, puisque les sillons sont prévus pour, mais en tout cas, en termes de robustesse, il est forcément plus simple d'avoir un train direct qu'un train avec des arrêts, surtout quand vous faites des sorties de LGV, où vous repassez sur ligne classique et vous rentrez sur LGV. Puisque je vais peut-être rebondir sur quelques points qui ont été abordés. Donc effectivement, on est un petit peu déçus d'entendre que les abonnés n'ont pas eu tous connaissance de l'avis au comité de ligne. On a fait pourtant un certain nombre de choses, que ce soit banqueting à bord des trains, donc j'ai entendu que certains l'ont eu, des affiches dans les gares. Je note quand même le point aussi du blog, donc une petite info, et ça ira aussi avec le point que je veux aborder sur l'information voyageur, parce qu'on sait qu'on a progressé sur cette partie-là. On pense que l'information voyageur, elle passera aussi par de la proximité. Donc on est en train de revoir un peu notre organisation, et on a une organisation qui sera un peu plus dédiée par ligne, et vous aurez des interlocuteurs un petit peu plus par ligne. Et donc sur la gauche, au premier rang, vous avez des personnes qui travaillent avec moi, Michael Gaillard-Rateau et Stéphane Besançon, qui sont le DPX de mobilité sur la ligne de Bordeaux-Mont-de-Marsan. Pardon, le dirigeant de proximité, le dirigeant de la ligne mobilité. Je vais parler effectivement, vous faites bien de me le rappeler, Monsieur le Président, en jargon compréhensible par tout le monde. Et donc Michael Gaillard-Rateau, qui est le dirigeant de la ligne. Donc pour le blog, il y a eu effectivement pendant une période de quelques mois une absence. Donc Michael Gaillard-Rateau et Stéphane reprendront l'alimentation du blog. Ça a commencé, je crois, cette semaine. Donc voilà, c'est quelque chose qui va redémarrer. Par contre, effectivement, ce système de blog qui existe sur les lignes, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, parce que forcément, et vous le savez tous, ou du moins vous le percevez, les réseaux, ça va très très vite, les nouvelles applications fleurissent. Donc il est difficile d'être sur tous les canaux nouveaux d'Internet. On a aussi mis un fil Twitter en place depuis quelques temps. Qui marche bien, c'est un peu plus de l'instantané que le blog. Donc on essaye d'être présent au maximum sur tous les nouveaux types d'informations digitales. Voilà, donc je dis aussi qu'on est aussi présent sur Twitter pour un certain nombre d'informations, pour ceux qui utilisent ce type de médias. Voilà pour l'information voyageur. Et ce que je peux rajouter sur la partie production, effectivement, il y a eu des travaux. On peut noter aussi sur le début d'année donc une production qui s'est tenue sur le premier trimestre, et on va reconnaître sur le mois d'avril quelques événements liés à de l'externe, avec pas mal de heures d'animaux divers et variés sur la ligne qui nous ont pénalisés sur quelques journées. Voilà, on le reconnaît aussi, qui ont d'ailleurs endommagé le matériel, voilà, qui demandent des opérations de maintenance, mais on espère que ça va rentrer dans l'ordre pour cette fin du mois de mai. Le 17h40, pardon. Nous avons pris nos voitures pour aller les chercher parce qu'il n'y avait aucune information. Après, en tant qu'adulte, moi ça me gêne moins. Et quand c'est un groupe d'enfants, on se part en 4 voitures pour aller chercher les enfants, les mêmes sont partis, enfin, d'autres parents sont partis les enfants, c'est plus dérangeant. C'est arrivé quand même 3-4 fois où, ne sachant pas, on est allé les chercher dans l'après-midi. Ça veut dire qu'en gare de Mont-de-Marsan, il n'y a eu aucune information apportée aux jeunes? Alors, les adultes sont montés dans les trains, dans les bus,
Alors, là, ça va pas être possible. Il va falloir nous trouver une solution, monsieur le directeur. Ce Excusez-moi, que je vous propose, c'est peut-être si vous avez les dates, on oui. les prendra. Mais on va les prendre. Et Ah puis oui, on va investiguer ce sujet-là parce qu'effectivement, je ne peux que vous rejoindre. D'accord. Et du mois d'avril. D'accord. Et ça s'est renouvelé là de... Oh putain. D'accord. Bon, vous allez nous... Voilà, ça m'intéresse. On va regarder ça. Yvan, le 17h40 là, qui est en avance sur... et que ça va pas parce que c'est encore Arcachon qui passe devant. Voilà, tout à fait, Monsieur le Président. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué à des précédents comités de ligne, oui, depuis en tout cas au moins 2 ans. Si on veut qu'il ne soit plus ralenti, il faudrait le faire partir à 17h18, mais on nous avait fait bien comprendre lors d'un précédent comité de ligne, je crois que c'était en 2016, que c'était trop tôt pour les abonnés, donc il a été décalé à 17h39, donc juste effectivement après le Bordeaux-Arcachon qui est à 17h35, et lui qui respecte son horaire tel qu'il est prévu, et donc le Bordeaux-Arcachon, on ne peut pas le bouger. Voilà. Et pourquoi il y a du retard après derrière, d'après ce que dit madame non, mais que Arcachon soit devant, ça d'accord, mais je veux dire, il roule. L'Arcachon, il est plein à craquer, donc il y a tout le monde qui descend à chaque gare, donc il y en a au moins pour 2 à 3 minutes à chaque fois, si c'est pas plus, s'il n'y a pas de vélo, et puis tout le bastringue qui est avec, et ensuite ça va comme ça jusqu'à facture. C'est pas compliqué. Et après, le problème qu'il y a, c'est que une fois qu'il est passé la motte jusqu'à Ichus, il ne récupère pas son temps. Il reste à la même vitesse qu'il roule d'habitude. Donc, ce qui fait que tout le retard qu'il a accumulé, il le garde jusqu'à Morsins. Voilà. Et bien sûr, après aussi. Ils sont à 5 minutes d'écart, hein, donc c'est effectivement très très peu par rapport à ce que vous dites, et il suffit effectivement un peu de suroccupation, des temps d'arrêt qui ne peuvent être tenus, et puis après ils sont tenus par le bloc de signalisation, quoi. Je ne sais pas de combien est l'espacement sur. C'est 4 minutes 30, donc c'est ça. Quand on part 10 minutes en retard, on arrive à l'heure. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Donc c'est bien que si. Donc autant que le train soit en retard à chaque fois. Non, mais simplement, effectivement, on regardera la ponctualité origine du TER pour Arcachon, qui est à 17h35. Parce que bon, pour le coup, les résultats de la ligne Bordeaux-Arcachon sont plutôt sur le haut des résultats en termes de régularité. Donc, on a peut-être un problème spécifique à ce 17h35, qui est effectivement plein. Hein, il charge. Effectivement, il est bien chargé au départ. Pour autant, on mène sur la gare de Bordeaux actuellement des tournées terrain et on identifie des trains les moins ponctuels au départ de la gare de Bordeaux. Et notamment, on fait ce travail-là sur TER. C'est un train qui n'est pas remonté dans nos stades. Donc, je vais y apporter une attention particulière. C'est fait ce soir. Il est dans vos statistiques maintenant. Voilà. Donc, allez-y, madame, si vous avez une autre question. Vous faites pour rajouter, bien entendu, à la mobilité des voyageurs, mais je pense que le corollaire de la mobilité, c'est aussi l'accessibilité. Et là, quand vous prenez le train en gare d'Igos et que vous avez des petites pattes, c'est un peu difficile de monter dans le train. Et quand on commence à avoir un certain âge, le train est complètement interdit du fait de la hauteur du quai, qui est vraiment très bas par rapport au marchepied du train. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, à Morsins, il n'y a aucune possibilité non plus, si on est tant soit peu handicapé, de prendre son train. Et gentiment, on vous dit, il faut aller le prendre à Dax.
alors moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais quand même je pense que investir autant dans le fait qu'il y ait plus de transport et plus d'agréments pour les voyageurs, ça peut aussi aller peut-être avec quelques centimètres de béton en plus à Igos et peut-être envisager ultérieurement des travaux sur la gare de Morsens. Merci. Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'ai pas pris trop le train en route là. J'aimerais savoir pourquoi le train de 17h11 au départ de Mont-de-Marsan met aujourd'hui plus de 2 heures pour aller jusqu'à Bordeaux, alors qu'avant il mettait 1h28 de mémoire. On se retrouve arrêté à Morsens pendant une vingtaine de minutes à attendre un prochain TER. Une demi-heure. Voilà, ça c'est la première question. Ensuite, la deuxième, vous parlez de sécurité. Moi, j'aimerais revenir sur le matin, surtout le lundi matin. On a plein d'élèves, d'étudiants qui sont internes à Mont-de-Marsan, qui prennent le TER avec leurs valises et qui se retrouvent certaines fois, pas tout le temps, certaines fois, dans l'impossibilité de voyager en première, parce que le contrôleur, fait respecter votre réglementation, je ne sais pas comment on peut dire. Et donc, on a des élèves qui se retrouvent debout. Donc là, la sécurité, je pense que vous n'y êtes pas du tout. Alors après, la question, c'est est-ce que vous avez l'intention peut-être de supprimer la première, qui aujourd'hui, je pense, n'est plus rentable. Voilà, dans le métro, dans les années 80, on l'a supprimé. Parce qu'il n'y a plus personne qui montait dans ces rames. Et on se retrouvait dans des rames en seconde blindées. Donc voilà, ça c'était ma question. Oui, c'était la même réflexion que monsieur pour le train de 17h11, effectivement, qui s'arrête une demi-heure et qui derrière, quand vous prenez le train qui suit, les usagers se plaignent qu'ils sont bondés et souvent ils font les trajets debout. Ça, c'était une première chose. Et est-ce qu'on peut espérer un jour, justement, alors que ce train de 17h11 aille directement à Bordeaux sans s'arrêter cette demi-heure à Morsens, est-ce qu'on peut espérer un jour peut-être de faire Mont-de-Marsan-Bordeaux plus rapidement? Est-ce qu'il y a des possibilités techniques qui sont envisagées? Est-ce qu'il y a de ces possibilités-là? Et juste par rapport aux tarifs, c'est vrai qu'il y a plein d'offres. Mais vous parliez tout à l'heure de covoiturage, effectivement, parce que pas mal de gens font du covoiturage, et vous disiez le train. Mais un Mont-de-Marsan-Bordeaux aller 25 €, donc un retour 50. Une personne seule, bon, plutôt que de prendre sa voiture, effectivement, va peut-être, mais dès que vous avez, alors je ne parle pas forcément de famille, mais un couple, voilà, ça reste quand même cher, mais pour du Mont-de-Marsan-Bordeaux, on est quand même à 25 € aller, quoi. Voilà, c'était simplement cette réflexion, parce qu'effectivement, il y a plein de cartes, mais à partir de 28 ans jusqu'à être senior, bon, on n'a plus de cartes. Voilà. À 2, vous avez déjà 20%. Regardez, il y a un tarif tribu à moins 20. Mais bon, je vais expliquer juste après. Allez-y, M. Strelli. Oui, moi j'ai plusieurs petites choses encore à voir. Je reviens encore sur la convention. Juste un petit point sur la convention. Sur la convention précédente, il y avait des amendes affligées à la SNCF. J'ai pas entendu parler d'amendes sur la nouvelle. Je vous ai pas fait la présentation des 500 pages. Hein. Non, je demande pas autant. Je vais vous répondre. J'en demande pas autant parce que je pense qu'effectivement que le fait d'appliquer ces amendes, ce qui n'était pas souvent le cas, mais après, vous rigolez ou quoi? Je reviens. Au départ, ça n'était pas le cas. Ensuite, ça a été mis en place et ça a été quand même assez efficace. On a pu le voir par la suite, effectivement. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je m'étonne un petit peu que j'ai pas entendu parler de ça. Au niveau de la com, effectivement, la com, il y a encore beaucoup de boulot à faire, ça c'est clair. On est toujours dans le flou complet entre les trains qui sont là, les trains qui roulent, qui roulent pas, les SMS qui se contredisent toutes les 5 minutes et tout ça. J'en conviens, et il y a du boulot encore.
Par contre, moi, ce que j'ai remarqué depuis cette année, depuis début d'année, c'est qu'il y a un gros problème, effectivement, de gestion de matériel, parce que souvent, le lundi, le vendredi, soit il y a des suppressions, il y a déjà eu le cas de train, et le vendredi, supprimer un train, ça fait mal, parce que il y a tous les abonnés, mais il y a aussi tous les gens en week-end qui arrivent ou qui partent, suivant le sens qu'ils font, de Bordeaux pour aller vers Mont-de-Marsan ou ailleurs. Et par contre, ce qui est arrivé souvent, donc depuis le début d'année, c'est que au lieu des 2 rames prévues, il n'y en avait qu'une. Et ça, c'est par contre, effectivement, on rentre dans un cadre tout à fait donc anormal que déjà pareil, les contrôleurs sur place, ils sont pas au courant, ils en savent que dalle, et ils font voilà, et bien sûr, de toute façon, on les voit pas pendant tout le trajet, parce que sinon ils se font huer, pendant sur leur passage. Mais c'est clair qu'effectivement, qu'un lundi ou un vendredi, c'est pas des choses à voir. Ça. Et une dernière petite chose, je voulais donner un petit peu par rapport aux navettes entre Mont-de-Marsan et Morsinx. Ça fait longtemps que je réclame des navettes pour justement que les gens puissent récupérer des trains à Morsinx. Et si effectivement il y avait des navettes, je pense que le problème de monsieur pour prendre son train à Bordeaux pour aller à Strasbourg ou à Lille serait réglé. Merci. D'autres questions? C'est bon? Ah bah allez-y. Françoise Leclerc, donc pour la FNOT Nouvelle-Aquitaine. Dans le sujet de correspondance, donc c'est une solution qui est proposée par Philippe Straheli. Et par exemple, dans les correspondances, donc effectivement 10 minutes, c'est confortable. 5, c'est juste. Mais est-ce que dans certains cas, on ne pourrait pas quand même essayer de le faire en faisant du quai à quai, sans indiquer que la correspondance est assurée, mais tenter de le faire pour en quai à quai 5 minutes, c'est faisable. Ce serait l'idéal. Je confirme. Ça existe dans d'autres pays. Enfin, on le dit tous les ans, mais bon. Ça existe en Suisse, en Allemagne, dans plein d'endroits. C'est bon, pas d'autres questions? Allez-y, madame. Au niveau de l'achat des billets, serait-il possible d'avoir un automate ou quelque chose, au moins à Igos, parce que sinon on a une pénalité quand on monte sans le billet. Ils veulent plus nous délivrer le billet à l'intérieur. Avant, on montait, on se faisait délivrer le billet. Maintenant, il y a c'est une surcharge. Donc c'est un peu dommage parce que tout le monde n'a pas Internet. On nous dit, prenez votre smartphone et faites-le avec votre smartphone. On n'a pas tout ça. Je vais vous répondre, madame. Merci. Alors, l'accessibilité des gares, je vais laisser SNCF Réseau répondre sur la question. Sur les 2h au 17h11, Yvan, je vous laisse répondre aussi. La suppression des premières. La réponse est oui. On va les supprimer. Parce qu'en fait, il n'y en avait pas en Limousin et pas en Poitou-Charentes. Donc, en l'occurrence, on les supprime. Sauf que, pourquoi on avait encore gardé la première? Parce qu'on a des personnes, en l'occurrence, plutôt âgées ou à mobilité réduite, qui, quand elles viennent de Bruxelles, Paris, d'où elles viennent, elles vont sur, imaginons, Mont-de-Marsan, Arcachon, Agen, je ne sais pas où, machin et tout, elles veulent être certaines d'avoir une place dans le TER. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Ces personnes, elles prennent une première. Je suis d'accord avec vous, c'est pas ça qui fait qu'on va gagner au loto. Mais c'est pas que les PMR, hein, monsieur. Hein. C'est des gens, si vous voulez, qui sont prêts à payer plus cher parce qu'ils veulent être certains d'avoir une place. Donc, ils prennent un billet de première. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire?
Oui, mais comment vous dire ça c'est censé être, effectivement, vous avez raison, normalement c'est de la civilité. Et puis la réalité, c'est que, je vais vous citer un seul exemple, celui de ma mère, qui s'est retrouvée debout, effectivement, dans un train, dans un TER à 70 balais, et qui est tombée dans les pommes en arrivant. Donc ça, voilà, la civilité, ça va jusqu'à un certain point. Et puis vous avez la réalité, donc je vous cite mon exemple, on s'en fout. Le principe, pas pour ma mère, hein, mais je veux dire, le principe, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent qu'on réserve, qui veulent être certains d'avoir un siège, donc ils prennent première. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a demandé à Mobilité de faire un système de réservation sur TER, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas réserver un siège dans un TER, donc on va le faire. Pour que ces personnes-là, on puisse répondre, pas uniquement à l'échelle, si vous voulez, mais à l'échelle de la nouvelle région, pour que la personne qui veut être certaine d'avoir un siège puisse avoir un siège. Donc on vire la première et on met ça. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce que je vais être moqueur et taquin. Hein. Il faut beaucoup de temps d'études dans cette grande maison de la SNCF, mais on a fait un essai sur cette ligne ici. Oui, oui, voilà. c'est fait. Donc on a un système de. On fait du dialogue participatif. Donc de place assise garantie qui est en test depuis, je regarde mes 15 jours, je crois. Ah bah, c'est pour ça que je ne le savais pas. Donc effectivement, donc il faut aller sur le site TER. Et lorsqu'on achète son billet TER entre Bordeaux et Mont-de-Marsan, il y a une option en fin d'achat du titre de transport qui propose d'activer cette option. Donc moyennant de mémoire 3 €. Et où on essaye de garantir une place assise qui est matérialisée à l'intérieur de la rame avec un sticker et le contrôleur est parfaitement au courant de ce dispositif-là. Bon, c'est un dispositif qui vient de démarrer. Hein, donc, mais c'était le but. C'était le but qu'on teste. Le test, et donc on a volonté de le faire en ligne. La première ligne test est sur Bordeaux-Mont-de-Marsan. Donc on a un peu tôt pour encore donner les résultats. Mais bon. Donc ça va nous permettre de supprimer les premières, sauf qu'après, il faut changer, comment dirais-je, le pelliculage des trains, là, enfin, en espérant que ça aille un peu plus vite sur le pelliculage. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Parce que là, pour l'anecdote, c'était mercredi ou je ne sais plus, la semaine dernière, gare de Mont-de-Marsan, il y avait un TER Poitou-Charentes, un TER Limousin et un TER Aquitaine. J'ai pris la photo quand même, parce que là, j'ai bien ri. Enfin, jaune d'ailleurs, mais on n'a toujours pas changé le pelliculage Nouvelle-Aquitaine. Donc ça serait pas mal, comme ça nous permettra de supprimer. Et donc on va les supprimer. Donc ce qui veut dire qu'il y aura normalement plus de problème, si ce n'est que, franchement, si le train est bondé, normalement, nous on a donné notre accord pour que les gens puissent aller s'asseoir en première. Donc ils sont peut-être tombés sur quelqu'un qui n'avait pas eu tout le dialogue bon, voilà, mais j'en dirai pas plus. C'est un peu dommage, quoi. Oui, c'est pas tous les jours quand même, j'espère. Non, mais c'est pas toujours le même en plus contrôleur. Oui, non, mais ça c'est justifié que ce soit pas toujours le même. Mais en tout cas, normalement, nous on a expliqué en tant qu'autorité de transport qu'à partir du moment où le train était blindé et qu'il y avait de la place en première, que les gens puissent aller s'asseoir en première, qu'ils soient d'ailleurs lycéens, jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais qu'on ouvre, ça paraît assez logique. Maintenant, il fallait qu'on règle cette question de la RESA, c'est pour ça. Hein. Voilà, pour être tout à fait transparent avec vous. Ensuite, sur la question de Mont-de-Marsan-Bordeaux plus rapide, la réponse est oui, je l'ai expliqué tout à l'heure dans Optimter. C'est l'objectif. C'est qu'on ait effectivement des trains directs. Donc ça veut dire qu'il y aura, comme on a fait pour Périgueux, je ne reviens pas, hein, je ne redis pas ce que j'ai dit, mais la même chose sur Mont-de-Marsan, qu'on ait la même chose sur Dax, sur Agen, sur plein de communes comme ça, sur lesquelles on aura des directs qui permettront à celles et ceux qui veulent aller travailler à Bordeaux plus vite ou aller plus vite le matin ou plus vite le soir, d'avoir des directs. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler, c'est ce qu'on va faire dans Optimter. 25 € trop cher, oui. Mais là, pour le coup, si vous avez un moyen de le faire moins cher, on est preneur. Il faut juste qu'on ait toutes et tous en tête ici, j'imagine que vous le savez, madame, que quand vous achetez un billet TER, n'importe lequel, hein, et y compris sur Mont-de-Marsan, Bordeaux, il y a donc 76% du billet qui est payé par la région. Vous avez bien entendu, 76%. Donc vous payez 24% du billet. Pardon ?
J'ai pas entendu, madame, excusez-moi. Ah bon. 76% du billet qui est déjà payé par la région. Si demain, encore une fois, il y a d'autres moyens qui nous sont, en l'occurrence, accordés dans le cadre de la loi mobilité qui est votée en ce moment à l'Assemblée, on est preneur. Si on a une partie de la TVA pour pouvoir faire des travaux plus efficaces, pour pouvoir, par exemple, électrifier des lignes, comme ça m'est demandé par de nombreux élus locaux, moi, je suis prêt à tout électrifier, mais à condition qu'on ne soit pas obligé de régénérer des voies qui vont fermer. Si on nous dit que le fret ferroviaire est une priorité pour notamment ouvrir Mont-de-Marsan-Tarbes, moi, je suis preneur. Mais si j'ai bien tout compris, autour de la table aujourd'hui pour ouvrir Mont-de-Marsan-Tarbes, il y a la région et la région, pour éviter qu'il y ait des camions sur les routes landaises. Et à la région seule, à hauteur de 3 millions d'euros. Donc ensuite, nous, si on nous donne d'autres moyens pour pouvoir mettre les tarifs, les prix moins chers, nous, on est tout à fait preneurs. Sauf que on est, ça ne vous a pas échappé, à budget constant, avec une interdiction d'augmenter nos frais de fonctionnement de 1,2 grâce aux choix qui ont été opérés, des choix qui ont été opérés par l'État. À l'arrivée, on se retrouve dans une situation où dès qu'on augmente quelque chose, eh bien, à l'arrivée, il faut baisser autre chose. S'il y a des propositions pour baisser d'autres choses, ce n'est pas le choix qu'on a fait à la région, donc on garde ces tarifs-là. Et je crois pouvoir dire que sur toute la gamme de tarifs que vous avez là, qui est en plus unique par rapport aux autres régions, je crois qu'on a fait une gamme beaucoup plus efficace, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. La preuve, c'est que quand on regarde après derrière le nombre d'abonnés qui est croissant sur toutes les lignes de Nouvelle-Aquitaine, je veux le dire, et l'utilisation des billets à petit prix et notamment du tarif tribu, puisqu'à 2, vous payez quand même une réduction de 20%, donc sur 25 €, je vous laisse faire les calculs directement. Alors après, on peut dire c'est trop cher, mais à quel prix on estime aujourd'hui un service public? C'est ça la question qui est posée. Est-ce qu'on estime aujourd'hui qu'un service public ferroviaire qui, encore une fois, coûte 500 000 € par an et par train tiré entre Mont-de-Marsan et Bordeaux, que payer 25 € le voyage quand on n'a aucune réduction, c'est cher? Bon, voilà, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc maintenant, s'il y a des solutions qui nous sont apportées pour des nouvelles ressources aux régions pour pouvoir baisser les tarifs, on est évidemment preneur et on est prêt à en discuter. Sur les pénalités SNCF, pardon? Non, c'est pas. Non. C'est pas notre argent, monsieur. C'est nos impôts. C'est nos impôts. C'est le vôtre aussi. Hein. Donc avec mon argent. Non, oui, avec votre argent. Oui. Avec mon argent, est-ce que vous pouvez pas imposer un peu plus? Imposer quoi? Par rapport à quoi? Eh bien, imposer, ça veut dire, c'est les tarifs maintenant sont fixés par les régions. Nous, on a fixé un tarif à 25 €. Si vous le faites baisser, ça veut dire que vous le faites au détriment de quoi? C'est ce qu'on est en train de faire. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Ah bah si, on est passé. Entendez-moi. Tout à l'heure, j'ai expliqué que l'année dernière, on a payé 310 millions d'euros sur la convention avec SNCF. Cette année, on va payer 296 millions d'euros. Et donc, on a baissé. Ah mais d'accord. Mais ça ne vous a pas échappé que le gain qu'on a récupéré, il va à d'autres choses, y compris d'ailleurs au transport routier par bus, puisque c'est nous qui l'opérons, à maintenant 2 € le voyage. Ah, si demain vous êtes vice-président au transport ou président de la région, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller, vous pourrez éventuellement le proposer. Nous, aujourd'hui, si vous voulez, on a voté des tarifs ici qui permettent... Comment ça, imposer? Non, on n'a pas imposé, on a voté des tarifs. Ben, ça s'appelle comme ça, non? Pourquoi il ne faut pas voter? Ah mais si, ces tarifs-là, ils existent, monsieur. Hein? Oui. Attendez, vous pensez qu'on est chargé de quoi, là, quand on est élu? On doit voter des décisions. Ben oui, donc on vote des décisions, et donc les décisions qu'on a... Mais je ne suis pas en train de vous dire... Attendez, je me suis mal exprimé, pardon, monsieur. Certainement que je me suis mal exprimé. Vous pensez que 25 €, c'est trop cher? Très bien, on peut en parler. C'est la raison pour laquelle on a voté tous ces tarifs, qui font des réductions. Voilà. Et qui permettent à un certain nombre de gens, maximum de gens, d'avoir des tarifs réduits. Donc si vous êtes deux... Je ne réexplique pas ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir de là, 25 € par rapport au prix à payer pour tirer ces trains, je vous ai expliqué que c'est à peine 24% de ce qu'il faut payer aujourd'hui pour faire cette ligne.
24% quand vous payez votre billet de train. Voilà. Le prix du... Ça, je peux partager votre avis là-dessus, oui. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on a déjà fait baisser de 310 à 296. Ah ben ça, c'est notre choix, mais ça, on n'est pas obligé de le partager, hein, ça c'est sûr. Alors, Monsieur Straeli, je vais vous répondre sur les pénalités, parce que je n'ai pas donné tous les détails de la Convention, mais c'est vrai que vous avez raison sur les pénalités. J'ai évoqué, à mon avis, celle qui est la plus importante pour les usagers. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y aura un remboursement des usagers. La région a prévu dans cette convention des pénalités qui n'ont plus de limite. On était plafonné dans les précédentes conventions, c'est plus le cas. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez, s'il faut activer bref, taper au portefeuille, on va pouvoir. Encore plus d'ailleurs qu'auparavant. Donc, quelque part, ça, on l'a activé dans la convention et de ce point de vue-là, je pense que, enfin, en tout cas, j'espère, ça se passera mieux. Notamment, d'ailleurs, sur un sujet que vous avez évoqué, qui est pour moi extrêmement important, sur le respect des compositions. Et là, alors, le respect des compositions, c'est en gros, quand vous avez plus de 400 personnes, que vous vous retrouvez avec un Régiolis qui en contient 470, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire qu'il faut 2 trains. Bon. Donc nous, à chaque fois, on demande 2 trains. Et ce que vous dites me revient de manière journalière, c'est qu'au lieu d'en mettre 2, il n'y en a qu'un, et donc on laisse du monde sur le quai où il y a du monde debout. Donc le respect des compositions fait partie des critères, des pénalités que nous allons vérifier. Et là, je vais vous dire une chose, non seulement on va demander évidemment des retours de la part de la SNCF sur le respect des compos, mais l'avantage, c'est qu'on a, grâce aux associations, grâce aux usagers, les retours directs. C'est pas rare que sur les réseaux sociaux, on soit interpellé, moi comme d'autres d'ailleurs, et on est là pour ça, hein, pour nous dire, mais attendez, là je suis debout, je suis machin. Donc ça veut dire qu'on va avoir aussi les capacités à essayer de vérifier de notre part, grâce notamment à tous les usagers, que les compositions sont bien faites ou pas. Voilà. Parce que le respect des compositions aujourd'hui, comment vous dire, c'est essentiel, et notamment dans ce que vous avez dit qui me surprend profondément, sur la suppression des trains le lundi, vendredi, mais là je vais laisser SNCF répondre, qui me paraît complètement en dehors du temps et de l'espace, parce que en début d'année scolaire, on a eu sur une autre ligne, mais toujours dans le département des Landes, des centaines de personnes sur le quai, où il a fallu non pas mettre 2 rames, mais 3 rames pour pouvoir monter à Bordeaux, notamment pour les étudiants le vendredi et le lundi. Donc on a mis 3 rames pour monter sur Bordeaux, et il y a encore d'autres personnes qui ont pris le TGV suivant pour pouvoir monter tellement il y avait de monde dans une gare des Landes, hein. Donc vous voyez ce que ça peut donner. Et on l'a maintenu, et la compo a été maintenue, puisque après derrière, ça a été fait. Pas sur des trains qui viennent ici, hein, sur des trains qui vont sur l'autre ligne. Donc je veux dire, le respect des compositions, c'est clair que maintenant ça fait partie des critères qu'on a intégrés dans les pénalités. Enfin, je termine, madame, sur la question des pénalités à bord. Bon, je vais vous dire franchement les choses. La SNCF a décidé, sans prévenir la région, en fin d'année dernière, de dire, à partir du moment où vous n'avez pas de billets, quand vous arrivez à bord, de manière unilatérale, eh bien, vous aurez une amende et un surcoût. Bon. Nous, on découvre ça, à la fois par des affichettes et puis par des gens qui nous disent « Attendez, moi j'ai pris une amende » et ainsi de suite. Alors, qu'on se dise bien les choses, hein. Ça part d'un bon principe, moi qui me va, hein, c'est-à-dire la lutte contre la fraude. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 90 millions qui sont à aller chercher dans la lutte contre la fraude. Donc moi, j'ai rien contre que la SNCF fasse son boulot. Ça fera ça de moins à sortir de la région. Ça fera des recettes en plus. J'ai aucun problème là-dessus. Jusqu'au moment où on se situe dans un moment où, dans des lignes où, effectivement, il n'y a plus de distributeurs, il n'y a plus de guichets, il n'y a plus rien, les gens arrivent de bonne foi en disant écoutez, moi, j'ai rien pu acheter, pim. Alors non seulement vous prenez une amende, mais en plus on vous dit c'est le tarif de bord, donc c'est plus 7 €. Donc bronca bronca, comme on dirait chez nous, relevage de mêlée, pas que la région, hein, toutes les régions. La SNCF, et c'est très bien ainsi, a décidé de revenir sur cette décision
pour faire en sorte que le contrôle il continue, hein, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, mais qu'à bord d'un TER, si vous allez vous présenter au contrôleur, que vous êtes sur une ligne ou dans une gare où effectivement vous n'avez plus de distributeur, vous n'avez pas de distributeur, pardon, vous n'avez plus de guichet, donc vous ne pouvez pas faire. Et y compris quand j'étais lundi à la souterraine, j'ai même des territoires où pas de 3G, voilà. Donc le résultat, c'est que même si on voulait montrer son billet, on ne peut pas parce que de toute façon, on n'a pas la 3G. Donc à la fin, ça se finit que la SNCF fera payer les gens qui iront spontanément voir le contrôleur, évidemment. Hein, ils paieront le tarif TER, barat, point. D'accord? Et ça s'arrêtera là. Et il n'y aura pas de surcoût, de machin, de trucs, de bidule. C'est fini et c'est mis en place depuis maintenant plusieurs semaines. Il y a eu des cas, voilà, mais en l'occurrence, on a fait stopper ça. Sur le fait de mettre des distributeurs, malheureusement, la SNCF n'a plus de distributeurs. Je ne l'invente pas, hein, mais il n'y a plus de distributeurs automatiques. Donc nous, on avait dans l'idée, si vous voulez, d'en mettre dans certains endroits, alors pas que à Igos, hein, mais dans des endroits où on a remis des haltes TER sur certaines lignes, il n'y a plus de distributeurs de billets automatiques. Voilà. Alors, allez-y sur le reste. Monsieur Legrave, juste revenir sur ce que vous avez venu de dire sur les tarifs dans les trains. Oui. Sur le principe, je suis d'accord, mais il y a quand même quelque chose qu'il va quand même falloir préciser aussi, c'est que un certain nombre, pour pas donner un chiffre, un certain nombre de contrôleurs ne circulent pas dans les trains à leur arrivée. On ne les voit pas. Ils sont dans la petite cabine derrière, du côté où il n'y a pas le conducteur. Et il y a beaucoup d'usagers qui cherchent effectivement le contrôleur, qui ne sont pas habitués à prendre des trains, qui ne savent pas que le contrôleur se situe de l'autre côté de la rame. Donc là-dessus aussi, il y a aussi une communication à faire de la part des contrôleurs, précisée par rapport à là où ils sont. Parce que des fois la personne avec sa valise et tout ça, elle ne va pas se balader avec sa valise dans le tram, en plus s'il y a du monde, et puis en plus elle perd sa place. Alors, vous savez quoi, moi j'ai vu une expérimentation qui m'a l'air de bien fonctionner, qui est que sur des trams ou des trains, je ne me souviens plus exactement, ils ont marqué noir sur blanc sur la tôle du train, veuillez monter ici pour voir le contrôleur. Enfin, je fais une phrase, c'est marqué plus court. Hein. Et vous pouvez payer votre billet à cet endroit-là et vous aurez le contrôleur en face de vous et vous montez à cette porte-là, il y aura le contrôleur. À chaque arrêt, il se présente à cet endroit-là et comme ça, les gens, ils savent, le contrôleur, il est physiquement à cet endroit-là. Donc peut-être que ça fait partie des trucs qu'il faut... voilà, c'est une expérience que j'ai vécue qui a fait l'air assez favorable. Alors juste pour rebondir sur la dernière question, ou remarque plutôt, effectivement un contrôleur doit descendre de la rame quand il est en gare avant de remonter, donc il doit être visible sur le quai, ce qui veut dire que quelqu'un qui monterait sur une gare non équipée d'un automate, mais je vous rappelle, mais je pense que vous en doutez, la règle et celle qu'on se doit de faire appliquer, c'est celle-ci. C'est-à-dire que quand un voyageur monte, alors quelquefois peut-être il monte rapidement avant que la personne ait descendu, mais je pense que c'est quand même assez rare. Donc il doit être en visibilité. Sinon il y a une faute dans la procédure, donc pour le coup, il y a un problème dans notre application. Donc voilà, ça c'est le point que je voulais rappeler et bien évidemment confirmer ce qui a été dit par Renaud Lagrave, c'est-à-dire que nos contrôleurs ont pour consigne effectivement de vendre au tarif normal lorsqu'il y a des montées dans des gares non équipées d'automates, de guichets et autres, et ce depuis maintenant quelques semaines. Effectivement, il y a eu un démarrage au fin mars pendant une dizaine de jours où il y a eu quelques écarts. Pour les lundis et vendredis, je suis assez surpris parce que j'ai pas ces remontées-là encore une fois. Je dis pas qu'il n'y a pas eu de suppression, hein, bien encore, mais là, vous avez... Ah, voilà.
C'est un vendredi en gare de Bordeaux, c'est sur le 16h18. Il arrive déjà en retard à quai. Les gens montent, le train s'arrête. On attend, pas d'infos, rien du tout. Dire, bon, arrive 16h35. On s'est dit, bon, on va partir, et puis on va prendre le Hyundai, hein, qui est à 16h45. Puis là, on entend des bruits en disant, ouais, ça va reprendre. Et puis en fin de compte, 5 minutes après, 16h40, on nous apprend que le train est supprimé. Et bien sûr, on était sur la voie 7 ou 8, tout à fait à l'autre bout de la gare. Donc pour récupérer sur la voie 1 le Hyundai, c'était fini. Hein. Donc on s'est retrouvés à prendre tous le 17h39, tous les gens qui étaient sur le train donc, de 16h18. Donc imaginez-vous le bordel le vendredi soir sur le truc. Ça, c'était un vendredi. J'entendais la question par récurrence. Je nie pas les événements. Mais après, Effectivement, Renaud Lagrave l'a dit, donc on aura un respect des taux de composition, des respect des compositions à assurer, avec un partage avec le conseil régional sur ces données-là, de façon à nous objectiver et à progresser sur cette partie-là. Oui, pardon, j'ai pas eu ma réponse pour le 17h11 qui met 2 heures. Ah, pardon, ok, d'accord. Il y a l'accessibilité des gares aussi. On a tout noté, ne vous inquiétez pas. Donc pour le train de 17h11, départ Mont-de-Marsan, effectivement, jusqu'à l'année dernière, il était terminus Bordeaux, donc il est désormais terminus Morsinx. Donc nous avons effectivement plusieurs usagers nous ont interpellés par rapport à la desserte d'Ichoux et la Bouère, disant que voilà, ils prenaient ce train à Morsinx pour ensuite monter à Ichoux et la Bouère, que ce n'était plus possible. Suite à cela, donc, nous faisons actuellement des études pour que ce train soit terminus Bordeaux. Donc c'est en cours d'étude. Oui, et on a inversé les trains de 17h11 et 18h11. C'est-à-dire que le 18h11 est désormais terminus Bordeaux à la demande des usagers. Et donc on a fait ça en fait pour rester à coût constant par rapport aux contraintes financières qu'évoquait Monsieur Lagrave. Parce que ce train, si on le fait demain, si on le fait circuler jusqu'à Bordeaux, il y aura forcément un coût pour la région, parce que ça sera des kilomètres en plus supplémentaires. Voilà. Donc on a bien noté la demande et donc c'est en cours d'études techniques. Et concernant la gare de l'accessibilité, Donc en ce qui concerne l'accessibilité, vous disiez qu'effectivement on vous disait d'aller à Dax, vous pouvez aller aussi à Ichoux, du coup, qui est déjà accessible. Voilà. Non, mais néanmoins, voilà. Donc sur la ligne, vous avez un certain nombre de gares qui sont en accessibilité. Donc les critères de mise en accessibilité des gares sont au titre de 3. Donc en fait, soit si une gare a plus de 1000 voyageurs par jour, donc elle doit être mise en accessibilité. Ou alors, si elle a un établissement avec des personnes à mobilité réduite, effectivement, à côté, elle devra être mise en accessibilité. Et ensuite, c'est en fonction d'un maillage de 50 km. Donc voilà, donc un certain nombre de gares ont été décidées comme à mettre en accessibilité. Effectivement, donc la gare de Mont-de-Marsan le sera, et donc le calendrier, et qu'elle sera mise en accessibilité en 2021. Voilà. Voilà, donc Ichoux l'est déjà. Et puis après, sur la gare, c'est beaucoup plus haut. C'est donc Biganos Facture, Pessac et Bordeaux. À Morsinx, donc après, donc on renvoie sur des dispositifs qui sont dispositifs donc gérés par Mobilité d'accès plus en fait, qui permettent effectivement d'accompagner les personnes jusque dans le train. Oui, pour le coup, effectivement, donc c'est ce qui a été. Donc voilà, donc le dispositif, effectivement, je comprends. Hein, ce que vous allez me dire, c'est que vous souhaiteriez qu'effectivement toutes les gares soient mises en accessibilité. Ça paraîtrait effectivement le bon sens, hein, ce que tout le monde souhaiterait. Bon, voilà. Après, effectivement, comme Monsieur Lagrave l'évoquait sur les sujets propres au Conseil régional,
et là pour le coup qui touche aussi le conseil régional, puisque voilà, on cofinance tous ces opérations. Le budget étant limité, un certain nombre de gares ont été décidées, et voilà, donc effectivement, je comprends que vous évoquez, c'est la gare de Morsinx, si j'imagine votre sujet, donc elle n'est pas dans le schéma régional d'accessibilité, tout à fait. Donc du coup, en tout cas dans le projet, dans le schéma d'accessibilité de 2015, elle n'y est pas. Voilà. Donc il y a eu une première, peut-être vous évoquez la première loi, effectivement, de 2005, pour laquelle donc il y a peut-être, alors ça je laisserai le conseil régional évoquer, certainement de la SNCF pour le coup, mais voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de gestionnaires d'infrastructures n'ont pas réussi à mettre l'intégralité du réseau en accessibilité. On n'est pas les seuls, c'est pas une raison, c'est pas terrible, mais voilà, en fonction des financements, on n'a pas réussi tous à aller au bout. Du coup, la nouvelle loi de 2015 nous a reproposé effectivement de revoir le mode de fonctionnement. Et du coup, dans le cadre de la loi de 2015, effectivement, donc on a 50 gares qui ont été décidées sur la Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, donc avec un maillage de 50 km, donc qui, effectivement, je peux le comprendre tout à fait, n'est pas totalement satisfaisant, mais qui est effectivement le dispositif légal qui permet effectivement de gérer à maille régionale l'accessibilité sur le réseau ferré. Je vous laisse. C'est la mise en accessibilité, ça touche la hauteur du quai, effectivement. C'est ça le sujet. C'est la remise en... C'est ça, plus le fait de passer d'un quai à l'autre. C'est la mise en accessibilité. Ça permet effectivement aux personnes à mobilité réduite d'être du coup autonomes sur l'accès au train, en fait, via la hauteur de quai et ensuite via le fait de pouvoir passer d'un quai à l'autre. C'est ce qu'on appelle la mise en accessibilité. Je ne comprends pas en fait, ce que vous voulez dire. Je pense que faire un accès pour des personnes handicapées qui nécessitent effectivement certaines conformités légales et rehausser uniquement un morceau de quai, je pense que ce n'est pas du tout de même nature et de même engagement financier l'un et l'autre. Vous voulez dire faire uniquement, par exemple, la hauteur de quai, par exemple? Ouais, voilà. Effectivement, juste uniquement faire la hauteur de quai. Alors, écoutez, voilà, de la même manière, quand alors ça va se faire à des occasions particulières. Si jamais, par exemple, si on fait des travaux de renouvellement de la voie, par exemple, effectivement, et qu'on doit détruire les quais parce que voilà, pour faire passer la machine, à ce moment-là, on se doit de remettre à niveau la hauteur des quais. Donc, on en profite à ce moment-là. Alors, je ne sais pas, du coup, c'est l'occasion de le dire. Donc, voilà, SNCF Réseau est quand même dans un effort de rénovation du réseau qui n'a jamais été atteint depuis on va dire, je pense, ça fait les 30 dernières années. Donc là, on est, par exemple, sur la région. On discutait tout à l'heure avec Renaud Lagrave. On a 4 opérations, des grandes opérations, ce qu'on appelle chez nous, c'est des trains-usines, en fait, qui viennent pour renouveler la voie. Donc, par exemple, entre Morsinx et Dax, on va avoir un train qui va régénérer toute la voie entre Morsinx et Dax. Donc, on monte au niveau national, on arrive à 2 milliards de régénération annuelle, alors que les dernières années, ces 15 dernières années, on était sur un rythme à peu près d'1 milliard. Donc, dans ce cadre de ces opérations-là, effectivement, si on se mettait à toucher un certain nombre de gares, on devrait remettre juste la hauteur des quais au bon niveau. Donc, ça peut être effectivement ce type d'occasion. Néanmoins, on ne peut pas régénérer les voies sur le réseau au rythme où on va, et au niveau investissement, et reprendre toutes les hauteurs de quai de toutes les gares de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas si vous voyez le chiffre là. Et donc, du coup, au niveau des haltes, là, on a 327 points d'arrêt. Si on doit remettre à niveau les 327 hauteurs de quai, à ce moment-là, on arrête de régénérer le réseau par ailleurs. Enfin, vous voyez, je veux dire, à un moment donné, en termes de moyens et financement, effectivement, on va aux priorités, sachant que, je vous le dis, actuellement, on est sur un niveau de régénération qu'on n'a jamais atteint. Juste, attendez, monsieur Strahi, juste 20 secondes, excusez-moi, juste dans un souci d'organisation. On va prendre une dernière série de questions, parce qu'il y a des gens qui commencent à partir, là, donc on prend une dernière série de questions, et après on fera les réponses, mais allez-y, si vous voulez... Non, je vais intervenir par rapport à ce que dit madame. Je comprends effectivement que ça a un coût, que tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors aussi qu'on arrête aussi de mettre des trains
qui font 1 mètre de haut sur des quais qui font 1 mètre plus bas. Comme ce soir, par exemple. Ce soir, il y avait sur le 16h18, il y avait un vieux Alstom diesel où il faut descendre d'1 mètre pour arriver sur les quais maintenant. Alors, je veux bien effectivement croire qu'effectivement qu'il y a des coûts, tout ça, mais il faut être aussi raisonnable sur le matériel qui est mis à disposition. Alors, une dernière série de questions, sinon, allez-y, vas-y, pardon. Pour Morsens, moi qui passe assez souvent, quand même, il y a du monde, quoi, à Morsens. Il n'y a peut-être pas 1000 voyageurs par jour, ça ne rentre pas dans les clous, mais quand même. Il y a du monde, il y a des personnes qui sont âgées, voilà, et donc il y en a qui sont moins âgés et qui ont des problèmes de mobilité. Et je pense que Morsens, c'était quand même un nœud ferroviaire, même si ce n'est pas le nœud de Saint-Pierre-des-Corps, il y a quand même du monde qui passe. Et donc je pense que ça devrait être quand même une priorité. Voilà. Hein, voilà. Alors moi je me réjouis qu'il y a des investissements qui soient faits au niveau de la régénération des lignes. Et j'avoue que ça correspond justement pour permettre à la concurrence de rentrer sans trop de frais, puisque du coup c'est la SNCF qui remet à niveau toutes les voies et toutes les infrastructures. Pardon, c'est pas la SNCF seule, parce que hors de nos compétences quand même, là par exemple sur les travaux de Morsens qui étaient cités, il y a un peu de fonds européens et un peu de la région. Quand je parle d'un peu, voilà. Et sur les travaux de régénération, oui, non, mais on est d'accord. Sauf qu'à la fin, dans les 2 milliards qui sont évoqués au niveau du budget, il y a quand même des sacrés cofinancements là qui ont été avec les régions entre autres, mais avec quelques autres collectivités. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, monsieur Strali. Il y a 2 ans, au comité de ligne à la Beauhère, on avait demandé, le maire d'Ischous, avait demandé d'avoir, si c'était possible, on nous avait dit oui, mais bon, depuis, on attend toujours, un chiffrage par gare de fréquentation. Un chiffrage par gare? Oui. Normalement, vous devez pouvoir l'avoir, ce genre de choses. Et vous parlez des montées-descentes? Vous parlez de quoi? Oui, c'est ça, oui. Ah oui, d'accord. Du trafic, effectivement, sur chaque gare. Et il voulait savoir pour la gare d'Ischous combien il avait de montées-descentes? Entre autres, oui. Bon, on va lui donner ça. Oui. Voilà, entre autres, c'était intéressant à savoir. C'est des chiffres privés, ça? Eh oui, non mais... bon, je vais lui donner ça. Je vais vous dire pourquoi c'est privé. Moi, je sais pourquoi c'est privé, à cause de la mise en concurrence, tout simplement. Ah bah non, parce que nous, on n'est pas... si vous voulez, comment vous dire ça? Nous, on n'est pas dans la concurrence. D'abord, je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous, non. Et 2, je vous rappelle juste que nous, on est autorité de transport. Oui. Donc, heureusement qu'on a les reportings, enfin les retours Oui. de l'opérateur. Alors, en montée à Ischous, c'est 172 montées par jour. Voilà. Bah oui, c'est tout. Ouais. Mais attendez, non mais... Vous pouvez me dire, ça va pas. Bah, c'est les calculs. Moi, je ne vais pas vous dire. Non, mais vous me demandez les chiffres qu'on a. Moi, je vous donne les chiffres qu'on a. Non, mais tout à fait. Non, mais ça. Pardon. Et en plus, c'est les données de l'open data. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on a à peu près tout. Un mardi, ça. C'était un mardi. Alors, au hasard, c'est pas du hasard. Alors, par exemple, là, c'est à quel jour, ça? Ça, c'est un mardi, à Morsens, 377. C'est pas pour la même raison, hein, monsieur. Enfin, du coup, Ischous, c'était un sujet de sécurité, effectivement. Pour préciser, c'est le maire de Morsens, hein, la nouvelle. J'ai bien compris. Hein. Vous avez, je ne savais pas si vous le connaissiez ou pas. Ça veut dire qu'en fait, c'est par rapport à la vitesse de circulation des trains qui passent en gare.
Non, mais écoutez, monsieur, bon, mais je comprends bien votre sujet. C'est-à-dire que vous, je comprends que le fait que vous souhaitez absolument que Mort 5 soit mis en accessibilité, c'est... Alors, c'est lié, Issues, en fait, c'était lié au fait qu'effectivement, on avait un risque au niveau de la traversée des voies et que du coup, on a dénivelé, en fait, la traversée. Et du coup, au passage, effectivement, quand on touche à ce genre d'opération, on met en accessibilité au passage. Voilà, donc ça, c'est des règles intrinsèques de sécurité pour éviter que quelqu'un se fasse percuter sur la voie, qui en fait nécessite. Et c'est lié en fait aux enchaînements, en fait, au fait que quelqu'un se retrouve à traverser, que derrière il y a un train qui passe. Voilà, donc il y a un certain nombre de comptages qui sont réalisés de manière à éviter effectivement de se retrouver en risque. Bien. En tout cas, Pardon. C'est une espèce de souterrain avec des marches. Alors, Dieu sait s'il y en a des marches. Alors, en plus, quand il pleut, ça glisse. Et le souci, c'est que vous vous imaginez bien, là, on parle des personnes à mobilité réduite, mais une poussette double. Et alors, dans la région, il y a pas mal de naissances de jumeaux. Hein. Donc, la poussette double ne passe pas. Alors, fort heureusement, nous avons des collégiens, nous avons des lycéens qui sont civiques et qui aident les mamans. Et puis, autrefois, il y avait du personnel. Donc, on les appelait et ils venaient aider. Mais maintenant, il n'y en a plus. Donc, on se retrouve dans le souterrain et il faut attendre que quelqu'un passe pour venir aider. En fait, c'est ça l'agacement. Soit on nous permet de remonter, on est descendu du train, mais on ne peut plus, on est bloqué sur le quai. C'est un peu gênant, en fait, surtout quand il fait froid et qu'il pleut. Bien, eh bien écoutez, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre participation dynamique et active à ce comité de ligne et à vous dire tout simplement, pas forcément à Igos l'année prochaine, mais sur la ligne, quelque part, je sais pas, on n'a pas encore décidé où on allait l'an prochain, mais en tout cas pour un prochain comité de ligne, on essaiera de faire plus de com en amont, on va essayer de se rattraper. En tout cas, merci à toutes et tous pour votre participation et puis à très bientôt.